Alors, nous allons traiter maintenant de l'élimination du CO2 grâce à l'océan, à travers l'océan et à travers des solutions qui vont être mises en place dans l'océan. Pour parler de cette thématique, deux invités, le professeur Jean-Pierre Gattuso, qui travaille pas très loin d'ici, à Villefranche-sur-Mer, dans un très beau laboratoire de biologie marine. Et puis avec Xavier Bindel, vous dirigez le fonds Pulse, créé par CMA-CGM. Alors, messieurs, pour commencer, on va commencer avec vous, Jean-Pierre. Il faut faire un distinguo d'abord entre retirer le carbone de l'atmosphère et ne pas ajouter du carbone dans l'atmosphère, ce qui nous oriente sur deux stratégies complètement différentes, et l'une est prééminente aujourd'hui par rapport à l'autre. Expliquez-nous. Oui, en fait, j'avais préparé un petit schéma. Il va sûrement arriver. Si on regarde en fait l'atmosphère comme une piscine, il y a un tuyau qui amène de l'eau. L'eau, c'est le CO2. Il faut pas que la piscine déborde. Et actuellement, le tuyau, il fonctionne en continu. On va sur la gauche. Pour faire en sorte que cette piscine ne déborde pas, il y a des systèmes naturels, des systèmes fondés sur la nature, par exemple les forêts, par exemple la végétation côtière, qui enlèvent du CO2. Et donc, il y a une bonde et il y a de l'eau qui s'échappe. Un des objectifs serait d'augmenter la taille de cette bonde de façon à ce qu'il y ait plus de CO2, plus d'eau qui sortent de cette piscine. C'est l'élimination du carbone. Premier moyen, donc, c'est de fermer le robinet, au moins en partie, augmenter la vidange. Et puis la troisième méthode, c'est l'adaptation. Apprendre, c'est indiqué sur cette diapo-là, apprendre à nager. C'est-à-dire s'adapter aux nouvelles conditions de l'élévation du niveau de la mer qui est inéluctable, etc. Donc moi, je m'intéresse ici, aujourd'hui, à l'élimination du carbone, augmenter la vidange. Et en fait, c'est ce qu'on appelle carbon dioxide removal en anglais, l'élimination du carbone de l'atmosphère, et qui est mise en œuvre à terre. Les forêts jouent ce rôle. Il y a aussi des tentatives de fabriquer de l'énergie avec des végétaux et de récupérer le CO2. Mais ça ne marche pas très bien. En fait, il y a beaucoup de contraintes à terre pour éliminer du carbone. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition avec l'alimentation, la sécurité alimentaire. C'est une contrainte énorme. Les contraintes de ressources en eau, on en a parlé dans une table ronde précédente. Et maintenant, les regards se tournent vers l'océan parce que, en fait, le GIEC a montré dans 2 rapports récents qu'il allait falloir, du fait de notre inaction climatique pendant des décennies, il allait falloir en retirer du CO2 de l'atmosphère à échelle de 100 à 1000 milliards de tonnes au cours de ce siècle. Et ça, c'est possible comment? Alors, c'est possible. Dans l'océan, il y a des végétaux côtiers qui font ça. On peut restaurer la végétation côtière, les mangroves, les herbiers de Posidonie, comme ici en Méditerranée, ou les marais maritimes. Mais en fait, ça a un impact qui est assez modeste et qui n'est pas à la hauteur de ces 100 à 1000 milliards de tonnes de CO2 à retirer au XXIe siècle. Alors maintenant, il y a des techniques qui sont technologiques. Il y en a une d'ailleurs qui devrait intéresser le transport maritime. J'ai un collègue avec qui je travaillais sur les récifs coralliens auparavant et qui a créé une start-up à Caltech qui vise en fait à retirer le CO2 des fumées des bateaux. Donc il a un conteneur à bord des bateaux, il récupère les fumées d'échappement et en fait il élimine le CO2 de cet échappement. Donc il y a des techniques technologiques comme ça, mais qui posent problème aujourd'hui parce que l'industrie est en avance par rapport à la science. Il faut ramener la science devant l'industrie parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de ces mécanismes. Alors, vous m'amenez à une transition toute simple vers Xavier Bindel. Donc, vous êtes à la tête de ce fonds, Pulse, qui a été créé par CGA-CGM en 2022, 1,5 milliard d'euros sur fonds propres, dont 200 millions, je crois, ont été donnés, offerts à la BPI pour financer des projets. Et vous, ce que vous faites, c'est de chercher des projets qui, justement, seront d'avenir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors, une fois qu'on a donné les chiffres, qu'est-ce qui, chez CGA-CGM, a présidé
pour créer ce fonds? Quelle était l'idée au départ? Merci beaucoup. Le fonds Pulse a été créé, comme vous l'avez dit, en 2022, à l'initiative de Rodolphe Saadé, président directeur général de CMA-CGM, pour accélérer la transition énergétique et venir en aide à toutes les composantes de la chaîne de valeur logistique. Nous sommes un des plus gros acteurs mondiaux de la chaîne logistique via nos activités maritimes, mais également logistiques. Et il était de notre responsabilité de faire quelque chose. Et c'est une ambition tout à fait inédite, assez unique, d'allouer, comme vous l'avez dit, 1,5 milliard sur fonds propres pour aider tout un écosystème qui émerge. Donc cette ambition, elle est en totale résonance, je dirais, avec les enjeux sociétaux et de transition énergétique du moment. Et il faut des acteurs puissants qui croient en cette transition pour venir en aide à un certain nombre de projets industriels, mais également de sociétés qui cherchent de l'innovation et essayent de promouvoir l'innovation. Vous l'avez vu dans la technologie, avant les années 2000, ou plus récemment avec la nouvelle vague, quand on est porteur d'un projet d'innovation, c'est un chemin de croix, puisque vous devez aligner un certain nombre de composantes. La première, et ça part toujours de là, c'est une équipe de management, une équipe projet, un fondateur. Mais vous devez également avoir une solution technique qui est robuste. Hein. Vous devez avoir des clients ou voir quel est votre marché. Et vous devez avoir un financement pour vous aider à passer une période plus ou moins longue où le projet va nécessiter des fonds sans nécessairement en dégager. Et c'est là où il faut des acteurs qui ont la vision du temps long, s'engagent avec beaucoup de risques pour aider cette technologie à émerger. Et c'est ce que fait le fonds Pulse avec 1,5 milliard à l'initiative de CMA-CGM. Xavier Bindel, comment vous sélectionnez vos projets? Parce que la science, ici, nous dit, attention, il faut le faire, mais il ne faut pas se jeter n'importe comment dans cette bataille. Vous nous donnerez, Jean-Pierre, tout à l'heure, peut-être un exemple de choses dont on a pensé que c'était une bonne solution et qui n'en était pas. Comment vous sélectionnez vos projets? Comment vous retenez les candidats qui vont dans les différentes filières qui intéressent le transport maritime? Ce n'est pas seulement les bateaux qui naviguent, c'est aussi toute la chaîne de valeur autour. Comment vous retenez ces projets? Alors c'est justement le côté très spécifique du fonds Pulse de CMA-CGM, c'est que nous n'apportons pas que du capital. CMA-CGM, c'est un groupe de 160 000 collaborateurs présents à travers le monde, qui est un fournisseur pour beaucoup de clients, mais qui est également client pour beaucoup de fournisseurs. Et donc nous avons au sein de CMA-CGM des experts dans beaucoup de domaines. Nous avons également une équipe de R&D qui est très spécialisée sur toutes ces thématiques-là. Et donc, quand un projet nous est soumis, on le regarde avec notre œil de financier, mais pas que. On le regarde avec un œil d'industriel. Et le projet est confronté à divers avis en interne de personnes qui émettent leur avis sur la viabilité de ce projet, sur les marchés qui seront disponibles, sur la robustesse de la technologie, etc., etc. Et donc, c'est en ayant toutes ces indications qu'on peut prendre une décision beaucoup plus éclairée. Et c'est ça ce qui fait la spécificité du fonds Pulse de CMA-CGM. Et également, cette spécificité, donc, elle nous sert puisqu'on arrive par ce biais-là à avoir des décisions beaucoup plus éclairées, comme je disais. Mais c'est également un apport énorme pour les sociétés ou les projets en qui on a confiance, puisqu'ils nous font confiance. Arriver avec bien plus que du capital, mais également du savoir, de l'expertise,
et un accompagnement long terme. C'est très très précieux pour des entrepreneurs qui essaient de promouvoir des projets et de la technologie. Alors, on va revenir sur quelques exemples dans un instant, mais Jean-Pierre Gattuso, vous avez en tête des exemples de la fausse bonne idée qui pourrait sauver la planète dans cette sphère-là des GES? Oui, il y en a malheureusement beaucoup et ça n'a pas été mentionné tout à l'heure, mais en fait, il est très important de s'intéresser aux bénéfices pour l'environnement, mais aussi des effets négatifs de certaines technologies. Et il y a un exemple récent dans le domaine de l'élimination du carbone. C'est une société américaine qui s'appelle Running Tide et qui a en fait fait venir au sud de l'Islande des conteneurs avec des copeaux de bois qui venaient soit du Canada, soit des USA. Et ils ont immergé 100 000 tonnes de bois au sud de l'Islande en se disant ce bois a fixé du CO2, maintenant on va le stocker au fond de l'océan. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est l'impact sur la... On a parlé hier des fonds marins, l'impact sur la biodiversité marine, l'impact environnemental de ces actions. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant que la science était maintenant, suivez l'industrie. Il faut absolument ramener la science devant l'industrie de manière à ce que tous ces déploiements se fassent de façon cohérente. À la station de Villefranche, où vous menez des études quotidiennement sur du long terme, comment vous testez justement ces effets de ces nouvelles technologies, s'il y a des expériences en cours en ce moment, pour comprendre, connaître l'impact éventuel sur la biodiversité marine? Oui, nous avons en fait un programme commun avec des chercheurs d'Ifremer pour étudier sous quelle manière on pourrait délivrer des antiacides dans l'océan de manière à contrer l'acidification et favoriser le stockage de CO2. Et on regarde quel est l'impact de ces techniques sur les mollusques d'intérêt commercial avec Ifremer, sur les moules et les huîtres. Mais je dois dire que je regrette que la France soit très en retard sur les recherches concernant l'élimination du carbone et ses conséquences. Les leaders dans le domaine, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Chine, qui est extrêmement active dans ce domaine. Vous aimeriez travailler avec le fonds Pulse, par exemple, pour expertiser des solutions, regarder avec Xavier Bindel des solutions qui se présentent? Pourquoi pas? En fait, un chercheur au CNRS doit essayer de faire émerger des solutions, comme aussi communiquer avec le grand public, comme je l'ai fait hier dans l'Agora. Ça fait partie des tâches que l'on doit accomplir. Alors Xavier Bindel, donnez-nous quelques exemples de projets que vous soutenez et dites-nous quelles sont les tendances que vous voyez émerger pour le futur. Alors le fonds Pulse a été créé, comme je disais, il y a 2 ans, en 2022, et on déploie à la vitesse qui avait été annoncée à l'époque. C'est un fonds d'1,5 milliard qu'on essaye de déployer sur 5 ans, et on déploie à pas cadencé à la vitesse qu'on avait prévue. Grosso modo, 600 millions ont déjà été investis, un peu plus. Dans une quarantaine de projets, effectivement, dont 75% en France. Ça va faire plaisir à Jean-Pierre Gattuso. Donc c'est un effort pour l'écosystème français. On se sent proche des entreprises qui développent cette innovation sur notre territoire, et donc on a à cœur de les aider. Donc 75% de ces montants, ce qui est tout à fait colossal, est déployé en France, alors que, vous le savez tous, mais les besoins, ils sont mondiaux. Donc le fonds Pulse est un leader en France de l'investissement à impact sur ces sujets-là. Quels sont les projets qu'on a soutenus, les projets un peu emblématiques? Ça va donner un peu de concret à tout cela. On a investi, le CMA-CGM a investi par exemple dans Neoline. Neoline, c'est un cargo porte-container à assistance vélique c'est un beau projet très ambitieux. Assistance vélique, vous pouvez peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est pas forcément... C'est revenir à la marine d'il y a quelques siècles et utiliser le vent. Donc c'est une énergie complètement décarbonée. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux que l'assistance vélique pour se déplacer. Des voiles donc qui sont déployés sur les cargos.
Voilà. Et donc il y aura une propulsion pour des moments où le vent sera un peu plus discret. Mais là, on a affaire à un outil technologique, parce que c'est très très puissant, un outil technologique qui est complètement décarboné. Et on verra des bateaux construits par Neoline sur les océans portant des containers. Bon, ça, je ne vous cache pas que c'est un projet qui nécessite beaucoup d'investissements humains, mais également d'investissements financiers. Et CMA-CGM a été pionnier, précurseur et a fait confiance à cette équipe, et le projet se développe comme il se doit. Donc ça, c'est une grande... Vous pouvez nous révéler quand est-ce qu'on pourrait l'avoir de disponible dans vos bateaux, par exemple ? Alors, Neoline va mettre à l'eau ce premier bateau prochainement. Dans les 6 prochains mois, il sera à l'eau, et pour faire des essais et pour caler tous les petits sujets, mais il sera mis en service assez rapidement. Et comme c'est une tête de pont, eh ben, l'idée c'est d'en avoir plusieurs après. Et dans ce cas-là, vous avez été un véritable accélérateur, parce que entre 2022, quand vous lancez le fonds, et le prototype qui va être disponible dans quelques mois, il s'est finalement passé assez peu de temps. Oui, et surtout CMA-CGM est le premier investisseur de Neoline. Donc il faut croire à un projet, il faut se mettre dans la situation de l'époque. Vous avez des personnes qui sont porteuses d'un projet, qui ont fait leurs analyses et qui se projettent dans 10 ans, dans 20 ans, et qui ont besoin de fonds, et CMA-CGM les accompagne. Ensuite, vous avez d'autres projets. Waga, par exemple, qui est une société française qui fait du recyclage et qui utilise des déchets pour les transformer en biométhane. Donc vous avez des décharges et un processus industriel très travaillé qui permet de faire du biométhane. Le biométhane, c'est un carburant alternatif partiellement décarboné, donc très vertueux. Et pour faire ceci, il faut évidemment monter des petites unités à côté des décharges, et ça nécessite un investissement fort. Le fonds Pulse de CMA-CGM a fait confiance à cette société et a investi à plusieurs reprises pour leur permettre de se développer en France, en Europe et maintenant aux États-Unis. Alors, on ne va pas pouvoir balayer tous les exemples parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que vous pourriez nous dire, il nous reste peu de temps, et je voudrais redonner la parole à Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les tendances que vous voyez se dégager ? Alors juste avant ça, j'aimerais aussi insister sur un investissement qui n'est pas un investissement, qui est le fonds de dotation BPI que vous avez mentionné. Oui. Parce que ça vous montre la philosophie et l'état d'esprit de CMA-CGM et de Pulse. Nous avons alloué 200 millions d'euros au fonds de dotation de décarbonation géré par la BPI en grande partie. Qu'est-ce que c'est que ce fonds ? Il y a différentes poches à l'intérieur de ces 200 millions qui s'adressent aux sociétés de pêche. Les sociétés de pêche auront, comme beaucoup d'acteurs de l'industrie, des difficultés à se décarboner, à faire des rétrofits de moteurs, etc. Eh bien, une partie de ces fonds est allouée à ça. Donc on aide à la transition énergétique des bateaux et des sociétés qu'on croise sur les océans et les mers. Vous avez également une poche à l'intérieur de ces 200 millions pour des subventions pour des projets liés à la décarbonation de la pêche et du maritime. Vous avez également une poche pour des investissements en capital, en fonds propres, dans des projets. Et vous avez une dernière enveloppe à l'intérieur de ces 200 millions pour des projets plus en amont, des projets universitaires, de recherche. Et cet effort de 200 millions, c'est tout à fait inédit. Et pour revenir à votre question sur les tendances, vous avez aujourd'hui, quand on regarde les grands indicateurs, pour la production électrique, en Europe, d'ici à 2030, il va falloir 1 000 milliards d'euros d'investissement. Pour la captation de CO2, il va falloir 45 milliards. Quand vous regardez les biocarburants, c'est plutôt de l'ordre de 80 milliards.
Donc vous voyez qu'on a affaire à des sommes qui sont colossales, et on ne parle que de l'Europe dans ces chiffres-là, mais vous avez des chiffres équivalents pour les États-Unis, équivalents pour l'Asie. Donc on a affaire à des projets qui ont besoin de capital significatif. Et ce capital, il vient d'où? Il vient d'acteurs comme nous, investisseurs en fonds propres ou via des fonds de dotation, mais également d'aides publiques. Vous avez l'Europe et différents organismes qui font ça. Et à un stage de maturité un peu plus avancé, vous allez avoir des financeurs plus classiques comme les banques. Donc il faut une mobilisation de tout le monde, à la fois de l'écosystème, mais également du monde financier, pour que tous ces projets puissent avancer et que l'ambition commune des uns et des autres puisse converger vers la transition énergétique. Bon, on va déborder un tout petit peu parce qu'on est chez vous. Donc, on vous a laissé la parole. Jean-Pierre, pour conclure, cette nécessaire réconciliation entre la R&D industrielle et le monde de la science, et dans la R&D industrielle, il y a forcément des scientifiques qui travaillent, et le point focal pour vous sur la manière de concevoir, construire et disposer les solutions d'avenir pour l'élimination du GES et pour la réduction de ces apports? Oui, pour l'élimination du CO2, en effet, il y a un besoin d'investissement énorme et les chiffres qui viennent d'être mentionnés, que vous venez de mentionner, en fait, semblent faramineux. Mais je veux rappeler qu'il y a des subventions publiques aux combustibles fossiles chaque année de plus de 1000 milliards de dollars. Et comme le disait Rémi Parmentier, il faudrait réorienter, mieux utiliser l'argent qui est déjà disponible. Et donc là, je pense que le challenge du changement climatique et de sa solution, c'est de réorienter ces investissements. Il est tout à fait possible d'arrêter le changement climatique aujourd'hui. En tout cas, on ne va pas revenir très rapidement à la situation antérieure, mais tout est possible. On peut complètement stopper le réchauffement, on peut stopper l'acidification de l'océan si on y met les moyens et tous les efforts. Donc il n'y a aucune contradiction avec la recherche R&D et la recherche scientifique, ça va de pair. Et le souci qu'il faut, c'est de ne pas essayer de solutionner ce problème du climat fondé sur l'océan en utilisant des techniques qui peuvent engendrer plus de dégâts que ce qu'ils essayent de résoudre en termes de climat. Ok, donc on va se quitter sur cette note très optimiste. Jean-Pierre Gattuso, professeur Jean-Pierre Gattuso, je vous remercie. Xavier Mindel, je vous remercie. Et puis on va se retrouver avec Laurence Bottero dans quelques minutes, notamment pour parler de la diplomatie scientifique.